Ensuite, l'âge de l'univers. Alors, c'est un problème qui semble résolu à notre époque. Il y a une vingtaine d'années, c'était le gros problème du moment, parce que on avait trouvé des étoiles plus âgées que l'univers lui-même. Quand on calcule l'âge d'une étoile d'après la théorie d'évolution stellaire, on trouvait des étoiles qui avaient 18 milliards d'années. Quand on calcule l'âge de l'univers d'après la vitesse d'expansion, on trouvait un univers qui avait une dizaine de milliards d'années en tirant sur les marges d'erreur encore. Donc on s'est dit c'est pas possible. Les étoiles, aucun objet ne peut être plus vieux que l'univers lui-même. Et le satellite Hipparcos est arrivé et a résolu apparemment ce problème. Je dis apparemment, car l'univers est plus grand que prévu. L'expansion a duré beaucoup plus de temps, donc on arrive à un univers qu'on a estimé à 13,8 milliards d'années. Et la luminosité des étoiles les plus âgées a été sous-estimée. Donc si elles sont plus loin, elles ont brillé plus fort puisqu'on a sous-estimé leur luminosité, elles ont brûlé leur carburant nucléaire plus vite et elles sont moins âgées que prévu. Donc on les a estimées à 13 milliards d'années. Youpi, ça rentre. Mais il y a quand même d'autres problèmes que l'on ne souligne pas assez à mon avis. Il s'est passé trop peu de temps entre le Big Bang et la formation des premières galaxies. Il y a quelque chose de pas logique là-dedans, ça va trop vite. Il s'est passé trop peu de temps aussi entre l'origine et les galaxies, les premières galaxies elliptiques qu'on arrive à trouver à 5 milliards d'années après le Big Bang. 5 milliards d'années, c'est vraiment très peu pour que des galaxies aussi évoluées puissent se former. Donc il y a quand même des problèmes. Il manque, comme s'il manquait encore quelques milliards d'années à l'univers. Donc j'essaie de trouver une solution à ce problème, qui est une solution qui résout d'ailleurs d'autres problèmes. Je n'en dirai pas plus. C'est juste pour aiguiser votre curiosité. Donc ensuite, l'énigme de l'existence de la matière. Pourquoi la matière existe dans l'univers? Puisqu'il y avait à une époque autant de matière que d'antimatière. Il y a eu une grande annihilation et donc il ne devrait plus rester de matière, il ne devrait y avoir que de l'énergie dans l'univers. S'il y a vraiment autant de matière que d'antimatière, on ne devrait pas être là. Mais on sait que il y a une petite partie de la matière qui ne s'est pas annihilée avec l'antimatière, qui a été rescapée. Donc il s'est créé à ce moment-là une asymétrie entre la quantité de matière et d'antimatière. Une partie de l'antimatière est devenue de la matière. Peut-être aussi qu'une partie de la matière est devenue de l'antimatière, mais en fait la différence a été au profit de la matière. D'ailleurs, si c'était l'antimatière qui avait gagné, on l'aurait appelé matière, et puis voilà. Donc il y a eu une asymétrie que je pense qu'on arrive à l'expliquer par un moyen, c'est de supposer qu'il y ait un niveau de particules inférieur au quark. Et là, au niveau des particules, on arrive à expliquer ce phénomène, enfin, selon moi. Voilà, donc ça sera un assez long chapitre qui fera partie aussi d'une autre vidéo. Ensuite, trois énigmes de la nucléosynthèse. Alors la première énigme, pourquoi les étoiles géantes explosent-elles?
L'explication officielle, en fait c'est pas une énigme, mais l'explication officielle ne me convient pas vraiment. Quand le cœur d'une étoile géante s'effondre en trou noir, le reste de l'étoile tombe sur le trou noir, rebondit, et c'est ce qui est à l'origine de l'explosion d'une étoile géante en supernova. Ça ne me convient pas tout à fait. Rien ne peut rebondir d'un trou noir. Le trou noir il avale tout ce qui traîne. Qu'il existe depuis 5 minutes ou 1 milliard d'années, c'est pareil. C'est pareil. Ça ne change rien. Quand de la matière franchit l'horizon d'un trou noir, elle n'est plus dans le même espace-temps. Le temps ne s'écoule plus du tout à la même vitesse. Et refranchir l'horizon en sens inverse, ça équivaudrait à remonter le temps. C'est pas possible, c'est impossible. Il y a quelque chose, un phénomène qui se produit et qui provoque l'explosion de l'étoile avant que la matière n'arrive à toucher le cœur du trou noir, ni même à franchir l'horizon. Donc c'est ce que j'essaie de traiter dans ce petit chapitre. Donc deuxième énigme de la nucléosynthèse, c'est le manque de neutrinos solaires. Les neutrinos sont des résidus de la fusion nucléaire qui se produit à l'intérieur du Soleil, l'hydrogène qui se transforme en hélium. Et tous les capteurs de neutrinos qu'on a sur Terre aboutissent au même résultat. On en capte un tiers de ce qu'on devrait capter. On devrait en capturer 3 fois plus. Alors il y a plusieurs hypothèses proposées. La transformation du neutrino au cours de son voyage entre la Terre et le Soleil, ça ne me convainc pas trop. Le neutrino pourrait voyager à la vitesse de la lumière, du coup il ne pourrait pas se transformer. Je suis sceptique. Donc je propose une solution. Le neutrino traverse la matière. La matière est transparente au neutrino, mais il est arrêté par la matière vraiment quand il y a une collision avec une particule élémentaire. Donc si les quarks sont composés si les quarks ne sont pas des particules élémentaires mais sont composés d'un autre type de particules, les neutrinos peuvent passer entre ces particules. Et du coup ils percuteront moins de particules que s'ils percutaient un quark. Donc ça peut être une solution. Voilà, c'était juste une petite proposition comme ça. Ça peut être juste. Après je fais troisième énigme, je fais un petit aparté sur la fusion froide. Bien que tous ceux qui s'y sont frottés passent plutôt pour des farfelus, je pense qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de production d'énergie, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de fusion, mais il doit se passer quelque chose au niveau des noyaux d'atomes. Alors là, j'en parle aussi. Voilà, c'était une petite parenthèse dans le reste du bouquin. Ensuite, vers la gravitation quantique. Alors, c'est un gros problème actuellement, l'élaboration d'une théorie quantique de la gravitation. Bon, je ne vais pas vous apporter la solution sur un plateau. À mon avis, il faut traiter la gravitation comme la thermodynamique, en termes de probabilité. La gravitation est infinitésimale au niveau de la particule. Elle est 10 puissance 37 fois plus faible que la force électromagnétique, donc c'est vraiment infinitésimal. Et en fait, au niveau encore plus bas de l'indétermination quantique, qui se situe à 10 puissance moins 33 cm,
Au-delà, l'espace est indéterminé. À ce niveau-là, la gravitation est, je dirais pas nulle, mais il y a la même probabilité pour qu'elle soit attractive ou répulsive. De la même façon que la thermodynamique ne détermine aucune flèche du temps à ce niveau-là, au niveau quantique, la flèche du temps se détermine à un niveau presque macroscopique par un comportement collectif des particules. Et pour la gravitation, c'est un peu pareil, je pense. Au plus on se rapproche du niveau macroscopique, au plus on se rapproche vers une attractivité qui tend vers l'événement certain. Voilà. Donc c'est mon approche de la gravité en termes de probabilité. C'est Ludwig Boltzmann qui nous a mis sur la voie de ce traitement de la thermodynamique par les probabilités, et donc c'est lui qui nous met aussi sur la voie de la gravitation quantique, à mon avis. C'est mon avis personnel. Comme la thermodynamique est l'expression d'une flèche du temps, la gravitation est l'expression d'une flèche de l'espace. Ensuite, l'avenir de l'univers. Vaste sujet, long chapitre d'ailleurs. Alors les scientifiques nous promettent une fin de l'univers, mais alors soit dans une expansion perpétuelle, ce qui aboutirait à un immense univers vide, soit une contraction de l'univers qui mènerait à un Big Crunch, quitte à rebondir après, ça on ne sait pas trop, ou à finir en immense trou noir. Moi je pense que tout ceci est en contradiction avec les lois de la physique et les principes même de l'existence de l'univers. Un immense univers vide ne peut pas exister. Si l'univers existe, justement, c'est parce qu'il est obligé d'exister. La matière n'existe que par l'espace-temps, et l'espace-temps n'existe que par la matière. Et un univers sans matière ne peut pas exister. Il n'y a plus aucun repère dans cet univers. On ne peut pas différencier un kilomètre d'une année-lumière. Un kilomètre par rapport à quoi? À rien. Pareil pour le Big Crunch. Un univers en contraction, j'essaie de démontrer que ça ne correspond pas à une physique cohérente en fait. L'espace et le temps sont des vecteurs d'entropie. Quand l'espace se réduit, il va à l'opposé du sens du temps au niveau de la répartition d'entropie dans l'univers, au niveau de la diffusion de la chaleur. Et on aboutirait à un univers sans flèche du temps. Si on va jusqu'au fond du problème, on a des incohérences au niveau de la physique. Donc on a des incohérences dans les deux solutions. Et je propose une troisième solution. Je vous laisse la surprise. Voilà. L'univers est obligé d'exister. Donc c'est comme ça, c'est physique. Et il ne peut pas en être autrement. Voilà. Donc, je ne dis pas non plus qu'il offrira toujours les conditions idéales de viabilité. Mais il doit toujours y avoir quelque chose. Il ne peut pas un jour ne plus rien avoir. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Merci.